Bienvenue dans le Pot de Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 2, épisode 15. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans le Pot de Yaourt. Aujourd'hui, je reçois un homme qui a travaillé d'arrache-pied cet été pour égayer justement l'été des Havraises et des Havrais. Son métier, directeur artistique. Il bosse notamment pour le Palais de la Découverte et à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, pour le village olympique, des JO bien sûr, mais vous l'aurez compris, il est aussi le directeur artistique d'un été au Havre depuis l'été dernier. Mon invité aujourd'hui dans le Pot de Yaourt est Gaël Charbot. Bonjour Gaël. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui dans le Pot de Yaourt. Alors on va bien sûr parler de ton métier, on va bien sûr parler d'un été au Havre. Avant de préparer cet épisode, je suis allé voir sur ton LinkedIn, tu bosses, je l'ai dit, pour pas mal de choses. Tu bosses pour énormément de choses même. Oui. Ouais. J'ai vu au moins que tu étais sur presque 10 projets en même temps là, ces derniers temps. Ouais, enfin, peut-être pas 10, mais ouais, je les ai pas comptés, mais ouais, sur différents projets. Ouais. Les journées sont donc bien remplies pour toi. Ouais, c'est bien rempli. En même temps, c'est des projets qui sont complémentaires en réalité. Donc c'est pas comme si j'étais boulanger d'un côté, charcutier de l'autre et maçon, tu vois. Je veux dire, j'ai une vraie complémentarité dans ces métiers. Donc il y a des programmes qui nourrissent les autres et il y a quelques années, je disais souvent que j'étais un peu comme un centre d'art mobile. Au lieu d'être inscrit dans un seul endroit, j'ai une programmation assez riche, mais en fait déployée sur plein de lieux, quoi. Et ça te plaît, ça, justement, d'aller voir un peu partout, de bosser sur des projets complètement différents des uns des autres ? Ouais, ils sont pas tant que ça différents en réalité. Ils sont quand même évidemment toujours liés à l'art contemporain. Ils sont de plus en plus liés à la transformation de la ville, et aussi à ce pas que j'essaye de faire, justement de ne pas être enfermé dans une institution, mais d'être au contact du grand public. Donc, ouais, bien sûr, j'ai beaucoup de chance de faire ce métier. On n'est pas nombreux à vraiment en vivre pleinement et à être aussi soumis à cette effervescence de boulot. Donc, ouais, bien sûr, je l'ai choisi et je suis très heureux de le faire. Je le disais donc, tu es directeur artistique. Tout simplement, on va commencer par le début. C'est quoi le métier de directeur artistique ? Alors, oui, c'est vrai que je dis plutôt directeur artistique que commissaire d'expo, parce que commissaire d'expo, c'est un peu plus cantonné peut-être à l'idée justement d'être sur des cimaises, dans un musée, dans une galerie. Directeur artistique, ça consiste à imaginer des grands projets culturels, en réalité, où tu es sollicité sur toute la chaîne de ce que peut être un événement culturel, c'est-à-dire que il y a une dimension quasi littéraire, c'est-à-dire qu'il faut trouver des titres, il faut trouver des noms, il faut d'une certaine manière raconter. Donc il y a une vraie part de communication. Il y a une dimension... Tu parles d'une histoire à raconter. Ouais, une histoire à raconter. Il y a des contextes, donc dans ces contextes, il faut faire quelque chose. C'est le cas du village olympique, c'est le cas de différents projets que je peux mener. Il y a des aventures à mener. Donc finalement, on raconte des histoires dans mon métier. On est aussi très présent sur la manière dont on communique, c'est-à-dire quelles images on choisit, je dirais que c'est presque une dimension graphique, tu vois, quelle identité on donne à nos événements. Ça, c'est une chose qui est très importante. On ne fait pas n'importe quoi, on est un peu à tous les étages. Et puis, la majeure partie de ce que je fais, c'est travailler avec des artistes, les embarquer dans des aventures et travailler sur beaucoup de confiance, parce qu'on gère des budgets, parce qu'on gère des équipes de production qui sont derrière. Et donc, c'est un travail de chef d'équipe, je dirais, un peu proche de celui du chef d'orchestre ou peut-être maintenant plus proche d'un réalisateur de cinéma, parce que je pense qu'un réalisateur de cinéma a aussi énormément de regard sur différentes couches de ce que vont être le film au final, quoi. Je le disais, tu bosses pour beaucoup de projets. Comment tu les choisis, ces projets ?
Écoute, c'est une bonne question. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup... d'être assez sollicité. C'est-à-dire qu'on vient plutôt me proposer des choses, où on me demande si... Et tu me diras comment faire, parce que moi, c'est l'inverse. Hein. Ouais, je ne sais pas, en fait. J'avoue que je ne sais pas. Peut-être le talent aussi. Ça marche. Ouais, en fait, c'est-à-dire qu'en même temps, j'ai pas de grosses gamelles. Enfin, je veux dire, à ma connaissance, sans prétention, mais j'ai pas des projets qui ont été des gros flops. Donc, j'essaye de... Je pense que les gens se renseignent là-dessus. Ouais. Et puis, en réalité, dans mon milieu, qui est celui de l'art contemporain, c'est un tout petit milieu, en réalité. On parle de quelques dizaines de milliers de personnes au mieux en France, en fait. Donc, les noms sont vite connus. Et voilà, donc... j'ai pas de recette magique, quoi. Je veux dire, j'ai plutôt des choses que j'aurais tendance à refuser ou à écarter parce que par rapport à l'identité que j'essaie de donner à ce que je fais aujourd'hui, il y a un peu une ligne qui s'est dessinée ces dernières années, quoi. Donc, quels sont les projets potentiellement qui t'intéressent le plus ? Aujourd'hui, c'est des projets qui, si je devais le résumer, et d'ailleurs on est dans un moment politique qui est symptomatique de ça. J'essaie de tenir une sorte de ligne qui serait de continuer à protéger, à préserver l'idée qu'un artiste dans la société a un rôle à jouer autre que ce que j'entends souvent, le rôle de décorateur ou le rôle de parfum d'ambiance culturel, tu vois. J'essaie de faire en sorte que les artistes continuent à être à la fois insaisissables dans les projets, c'est-à-dire on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'ils soient là pour créer aussi des surprises je dirais dans le champ social, c'est le cas ici au Havre. Et en même temps à maintenir un peu cette flamme que plein de choses sont possibles. On est dans un scénario de société, dans un scénario historique, mais en réalité, les artistes, ils sont là pour aussi imaginer plein de scénarios autres. Et donc maintenir un peu cette ligne qui nous évite d'être dans un entonnoir en disant voilà, c'est ça la fatalité. La fatalité, c'est les guerres, la méchanceté, la haine, je ne sais quoi. Désolé pour ce truc un peu bateau, mais de dire non, il existe aussi une humanité qui est une humanité créatrice, qui est une humanité... pourquoi pas surréaliste, qui est pas forcément, qui peut s'affranchir des règles qu'on leur donne. Et donc ça, c'est le rôle des artistes, quoi, qui est un rôle en réalité millénaire quasiment. Tu vois, je veux dire, on se raccroche là au rôle de l'art qui est justement de jouer avec les frontières du réel, du sacré. Donc j'essaie de maintenir ça, même si c'est pas forcément visible dans tous les projets, mais j'essaie d'entretenir cette flamme-là. Et toi, quel est personnellement ton rapport à l'art ? Écoute, mon rapport à l'art, je dirais que moi c'est presque devenu un rapport un peu obsessionnel, parce que j'ai tendance à voir de l'art partout, même dans les formes qui ne sont pas du tout artistiques, c'est-à-dire que je dois être plein de défauts professionnels, je regarde comment les choses sont construites, comment les choses sont faites, comment elles sont pensées. Ça fait aussi partie de mon métier, j'essaye dans ce que je fais d'aider les gens à comprendre que derrière chaque forme, il y a une pensée. Parfois, elle est super, parfois, elle n'est pas très bien. Le vase qui est autour de nous, les chaises qui sont autour de nous, la ville. Parfois, elle est inconsciente, cette pensée. Parfois, elle est impensée, je dirais. Impensée, ou alors, elle est pensée à l'économie absolue en se disant, de toute façon, c'est déjà bien. C'est déjà bien comme ça. Et je trouve que quand on comprend que les choses sont pensées, sont articulées, on fait déjà un pas dans l'humanité. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, en fait, il y a des gens qui pensent des formes pour les autres, quoi. Ça paraît con, mais c'est déjà pas rien, en fait. Je le disais tout à l'heure, tu as repris les rênes de la direction artistique d'un été au Havre l'année dernière, c'est ça ? C'était ton premier été. Ouais. Qu'est-ce que tu connaissais, Gaël, du Havre avant d'y mettre les pieds ? Alors, je suis quand même venu assez, je ne veux pas dire assez régulièrement, mais enfin, je suis venu plusieurs fois au Havre. Je connaissais, écoute, j'ai un souvenir un peu premier comme ça, où j'étais venu avec un ami il y a très longtemps, dans les premières années où j'étais arrivé à Paris. On avait fait une embardée en voiture et on s'était retrouvés au Havre. Parce que, je veux dire, de manière assez pragmatique, c'était ce qu'il y avait quasiment de plus proche de Paris pour voir la mer. Ouais. Et j'en avais gardé un souvenir très très marquant et pas du tout ce à quoi je m'attendais, tu vois. C'est-à-dire à quoi tu t'attendais déjà ? Je m'attendais à voir un port je m'attendais à une ville super industrielle. Ouais. Et j'avais été quand même assez étonné de la taille de la ville. Je m'attendais pas à une ville aussi grande. C'est des souvenirs un peu flous maintenant. Et puis après, je suis venu plusieurs fois dès le démarrage de la saison d'un été au Havre. Donc j'ai pu voir à mon échelle, en tout cas, les transformations de cette ville. Et je dois dire que c'est quand même assez impressionnant et assez inédit, je trouve.
c'est une configuration de ville qu'on trouve assez peu, je trouve. Moi, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les villes de France, mais il y a quelque chose, il y a une âme au Havre qu'on n'a vraiment pas dans d'autres villes, quoi. C'est-à-dire par exemple, on n'a pas de centre historique au sens moyenâgeux du terme. C'est une ville qui est à la fois... C'est une ville qui a été rasée, c'est une ville qui est récente en réalité. Quand on fêtait en 2017 les 500 ans du Havre, tu vois, c'est une ville presque moderne au sens historique du terme, c'est une ville moderne. Et donc on n'a pas cette contrainte du petit centre pavé, on n'a pas cette contrainte de la ruelle moyenâgeuse. Toute cette typologie de ville un peu caricaturale française, on ne l'a pas. Et ce qui me marque moi beaucoup au Havre, c'est que c'est une ville qui a plusieurs centres. Et ça, je l'ai remarqué ces dernières années, en travaillant vraiment sur la programmation. En réalité, tu peux pas dire on se retrouve dans le centre. Enfin, peut-être que dans l'imaginaire, voilà, ça pourrait être l'hôtel de ville ou quoi, ou dans le centre Perret, mais en réalité, tu as des gens qui sont... tu as beaucoup de densité au dock, tu as beaucoup de densité à la plage, tu as à Coty, autour de Saint-Vincent. En réalité, les gens sont partout. Ça, c'est assez inédit, je trouve, pour une ville française. Généralement, tu as les gens qui se baladent dans le centre-ville le samedi. Tu sais, voilà, il y a une masse de concentration du public à un endroit donné. Ici, c'est pas le cas. Et donc, c'est assez déroutant parce que tu n'as jamais l'impression que c'est surbondé, en fait. Parce qu'en fait, tu as un étalement de la population sur l'ensemble des quartiers. Ça, c'est assez singulier. Et c'est quelque chose c'est une configuration qui te plaît, qui te parle ? Ouais, c'est inédit, je dirais. Et surtout, c'est pas facile quand tu programmes de l'art dans l'espace public parce que tu n'as pas, je dirais, le hotspot, l'endroit où il faudrait absolument être. En réalité, tu as plein d'endroits où tu peux être parce qu'il y a plein d'endroits où le public se trouve lui-même, quoi. Donc, ça a été le début de ma réflexion, si tu veux, de me dire, mais en réalité, ce qu'il faut, c'est éclater la programmation. Et c'est pas évident parce que quand tu disperses tes interventions artistiques, tu disperses aussi l'attention du public, tu risques d'en perdre en route, etc. Donc, c'est un savant équilibre où j'essaie de répondre à cet éclatement des centres, et en essayant quand même d'avoir des points qui connectent ces différents lieux où on va rencontrer de l'art et de faire en sorte que tu ne perdes pas le fil d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a un parcours précis dans l'organisation d'un été au Havre ? Non. Il y a pas de Alors, il y a un parcours, si on veut, parce qu'il pourrait être constitué par les œuvres pérennes. Tu vois, donc un été au Havre, c'est une collection d'œuvres dans la ville. Donc, je dirais qu'en suivant le chemin tu peux aller d'œuvre en œuvre, et donc tu as un parcours qui commence à se dessiner, qui en gros longe la mer, s'enfonce dans le quartier Perret, etc. Mais il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de sens, et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que tu n'as pas de point d'entrée, tu n'as pas de point de sortie, et l'idée c'est que tu tombes sur une œuvre quand tu viens de l'extérieur sans forcément t'y attendre, quoi. Moi je trouve aussi intéressant le fait qu'il y ait... il y a forcément de la communication autour d'un été au Havre, beaucoup, même plus peut-être à l'extérieur du Havre qu'au Havre, donc ça c'est assez cool. J'aime justement, comme tu le dis, cette surprise que tu as parfois de tomber sur des œuvres d'art dont on n'a pas forcément beaucoup entendu parler ici et là. C'était important pour toi justement de créer cette surprise ? Ouais. C'est vrai que la difficulté d'un été au Havre et de cette programmation, c'est que tu t'adresses, quand tu es dans l'espace public, tu n'as plus du tout l'étiquette centre culturel ou attention culture. Ouais. Tu es sur le chemin du travail, le chemin de l'école. Oui, t'as pas eu envie de rentrer dans un musée. Exactement. Voilà. Tu vois, c'est très différent du théâtre, du concert, du cinéma, où les gens disent je fais cette démarche, je monte des marches, et puis je laisse un peu mes soucis derrière moi ou je ne sais quoi, et puis je vais voir un truc. Tu vois, le cinéma, c'est quand même une mise en condition. Tu vas avoir la lumière qui s'éteint, quelques publicités. Tu rentres dans le monde du cinéma. Il y a une espèce presque de cérémonie comme ça. Là, dans l'espace public, pour nous, tu es dans ta bagnole et tu viens de te prendre la tête avec je sais pas qui et tu tombes sur une œuvre. Une grosse lune dans un square. Voilà, tu n'es pas forcément dans les meilleures conditions psychologiques pour voir de l'art. Donc, c'est un rapport qui est complètement différent avec ce qu'on peut imaginer de ce qu'est une œuvre d'artiste habituellement. Et ça, pour les artistes, c'est très compliqué aussi de l'intégrer parce que eux, évidemment, ils ont l'habitude de travailler des pièces en atelier, des pièces qui s'adressent aussi assez souvent à un public relativement initié. Et quand tu es dans l'espace public ici comme au Havre, en fait, tu tombes sur des gens qui n'ont pas demandé forcément à voir cette œuvre et puis qui vont avoir une réaction immédiate, quoi, qui n'est pas forcément non plus réfléchie, au sens où ils n'ont pas pris le temps de réfléchir à ce qu'ils allaient dire ou en penser. Donc,
c'est un exercice assez chaud en fait. Et sans forcément généraliser, mais quand tu proposes à des artistes de participer à un été au Havre, donc de proposer quelque chose comme ça dans la rue, quelles sont les réactions des artistes que tu contactes? Est-ce que certains sont réticents à l'idée d'exposer comme ça dans la rue, ou alors c'est souvent, on le fait souvent quand même volontiers? Franchement, jusqu'à présent, en tout cas, j'ai pas eu de réticence. Ouais. C'est plutôt tous les artistes que j'ai invités, ceux avec lesquels je travaille pour l'avenir, sont hyper motivés. Ça les intéresse beaucoup. Justement, parce que ça décadre aussi plein de réflexes qu'on peut avoir. On sait bien que peut-être même ils vont pouvoir faire ici des choses qui n'est pas habituelles, je dirais, dans leur travail d'artiste, parce que c'est l'occasion de tenter quelque chose. Donc non, généralement, c'est un accueil qui est très joyeux, qui est très motivé, et ça se passe très bien à ce niveau-là. On le disait tout à l'heure, tu es là depuis donc 2 étés, tu as pris la succession de Jean Blaise. Tu étais venu, c'est ça, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, voir ce que Jean Blaise avait fait ici sur les éditions précédentes. Comment ça s'est passé, ton arrivée ici? On est venu te chercher, c'est toi qui as postulé? Alors, c'est moi qui ai postulé, et je dois avouer que c'est pas quelque chose que je fais très souvent. C'est même, à ma connaissance, tu me disais tout à l'heure qu'on venait souvent te chercher. Ouais, c'est vrai. C'est la deuxième fois que je candidate, d'une certaine manière, à un projet. Ouais. Et écoute, on se rend pas compte de ça, mais en fait, il y avait un cahier des charges extrêmement cadré, extrêmement bien fait, sincèrement, par rapport à ce qu'on peut voir passer de temps en temps, je dirais le cahier des charges, c'est-à-dire qu'est-ce qui est attendu d'un directeur artistique ici, c'était quand même très précis. C'était balèze. Franchement, c'était quand même assez costaud. Ça t'a fait peur ou Pas peur, mais ça m'a quand même ça m'a demandé beaucoup de travail, puisqu'il était attendu une compréhension du territoire, pas seulement du Havre, mais de la région, de la communauté de communes, des 52 communes qui aussi enrobent, je dirais, toute la région du Havre. Une proposition de déploiement de programmation, enfin tout ce qu'on peut attendre, si tu veux, d'un directeur artistique, avec des enjeux, je ne vais pas dire sociaux, mais en tout cas une vraie compréhension, et on sentait qu'il n'y avait pas l'envie de parachuter quelqu'un qui viendrait plaquer une programmation, tu vois. Et donc il fallait imaginer, et pour le coup je ne suis pas havrais, donc il fallait trouver des stratégies aussi pour essayer de comprendre ce que je pouvais jouer à cet endroit-là. C'est-à-dire que ce que moi je peux apporter là, ici au Havre, et que ce soit quand même nouveau pour les Havrais, enfin qu'il se passe quelque chose, sans non plus basculer dans un autre monde qui ressemblerait pas du tout à l'identité de la ville. Donc c'était un chemin pas évident. Mon projet a été plutôt bien accueilli, voire vraiment accueilli, je crois. Et la première chose que j'ai faite, en fait, si tu veux, moi je suis arrivé en réalité il y a presque 3 ans, c'est-à-dire que j'étais déjà en train de travailler quand Jean Blaise livrait sa dernière saison. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé des réunions d'intelligence collective avec des Havrais de différents milieux. Parfois, la première réunion, par exemple, c'était des publics très éloignés de la culture, des associations, des gens qui travaillent avec des publics handicapés, des gens issus du milieu médical. J'ai médical. cru voir ça, c'est Métamorphose Non, ça c'est un autre, c'est encore un autre projet. Ouais. Ça, si tu veux, c'est pas du tout quelque chose sur lequel on a communiqué, mais c'était, j'ai souhaité rencontrer différentes couches d'acteurs du Havre, du tissu social, si tu veux, pour t'imprégner. Ouais, m'imprégner, mais surtout me mettre en retrait. C'est pas du tout des réunions où je venais expliquer ou délivrer la bonne parole. C'était au contraire, on travaillait avec eux sur leur vision du Havre, leur vision de ce qu'est l'art aujourd'hui, la manière dont de ce qui pourrait être attendu d'un artiste, et en essayant de trouver des moyens que ce soit pas justement le lieu commun, tu vois, de ce qu'on peut attendre justement pour éviter l'artiste décorateur de ville, quoi. Et franchement, on a tiré une énorme matière de réflexion de ces rencontres. Et ma première saison, elle a été, et les directions que j'ai prises ont été aussi le reflet de ces échanges avec ces acteurs. Donc on a fait 5 réunions qu'on appelle les réunions d'intelligence collective, avec des acteurs culturels, les commerçants, les publics éloignés, etc. Parce que je ne pouvais pas prendre mon bâton de pèlerin et aller voir chaque Havrais, tu vois. Bien sûr. Mais t'as fait toutes les portes. Voilà, exactement. Mais dans les choses que j'ai découvertes, par exemple, ça je m'y attendais pas, c'est l'idée que les Havrais sont très ancrés dans leur quartier. Ouais. C'est-à-dire qu'avant d'être Havrais, tu es d'un quartier du Havre, quoi. Et voire parfois tu vis dans ton quartier et tu vas pas te promener beaucoup dans d'autres endroits. Donc ça, je me suis dit, mais comment je vais faire, parce que si pour toucher ces personnes-là, je peux pas faire une œuvre par habitant, quoi, tu vois.
Donc c'est là où l'idée qu'un art qui traverserait la ville, un art qui parcourrait la ville, un peu comme l'image que je prenais au début, c'était un peu comme un frisson, c'est-à-dire que la ville, finalement, c'est un épiderme, et puis l'art, c'est une sensation comme ça qui va se balader sur cet épiderme. C'est là où j'ai commencé à imaginer et à embarquer les artistes dans cette stratégie, entre guillemets, d'essayer d'imaginer des œuvres mobiles. Comment est-ce qu'on peut rendre une œuvre monumentale mobile, quoi. Donc ça a pas mal guidé les logiques de ma programmation jusqu'à présent. Et sans forcément rentrer dans les détails de ces discussions que tu as eues avec les Havraises et les Havrais, et quelles sont les 2-3 ficelles que tu as tirées justement de ces discussions? Alors des ficelles... je ne sais pas si c'est le bon mot. Non, mais l'idée d'impliquer les habitants dans des projets, ça paraît évident. En réalité, c'est très, 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 très dur à faire parce que c'est énormément d'énergie. On l'a fait l'année dernière quand on a organisé ce grand défilé avec Maroussia Rebec, qui est une styliste, et qui justement a un travail de démystification de la mode. C'est-à-dire qu'elle travaille depuis des dizaines d'années sur le fait de rendre la mode au commun des mortels, en n'étant pas justement sur cette espèce d'élite qui s'adresse par des voies de communication à tout le monde, mais au contraire, comment est-ce que chacun peut s'approprier la mode, et notamment elle est dans cette logique de recyclage, de réemploi des vêtements, d'upcycling. Et donc elle a dessiné une collection havraise avec des Havrais, et on a choisi des modèles, elle a recruté des modèles havrais qui allaient de 70 ans à 15 ans. Et ce grand défilé était une espèce presque de manifeste, si tu veux, justement de cette manière dont, sans tomber dans je dirais dans la caricature, mais en montrant justement cette énergie et cette beauté de corps différents, de corps qui ne sont pas, comme on dit dans la mode, norme-corps, c'est-à-dire le corps standard, celui qui rentre bien dans les vêtements taillés par les créateurs, mais cette réelle diversité de couleurs de peau, de caractère, de gueule. Et ça, c'était une vraie réponse justement à cette... c'était une façon de répondre à un des enjeux qui était ceux de ces réunions d'intelligence collective, qui était moi aussi je veux être artiste, moi aussi je veux participer, je veux pas forcément que ça me tombe dessus. Et c'était une façon de pas dire oui, vous êtes tous artistes, parce que c'est pas vrai, on va pas, on peut pas dire ça. Il y a plein de gens qui pensent avoir un travail digne d'intérêt, et je reçois toutes les semaines des propositions, évidemment, mais en fait malheureusement c'est pas vrai, tu vois. Et donc, comment est-ce qu'on peut quand même mêler ces envies, ces motivations avec des artistes qui ont une vraie expérience et qui vont aider ces gens finalement à franchir un pas, tu vois, à se lancer dans quelque chose. Et cette envie de justement travailler avec ces artistes que tu as rencontrés dans ce cadre-là, tu l'as senti, t'en avais envie avant, ou alors c'est à ce moment-là que tu l'as senti et que tu dis effectivement ça peut être intéressant aussi de travailler avec les gens qui en ont envie? Non, ça c'est quelque chose que c'est quelque chose qu'on peut pas si facilement faire. C'est vrai, dans une programmation, comme je le disais tout à l'heure, plus institutionnelle. Là, c'est vraiment l'occasion. C'est-à-dire que, par exemple, cette année, on a une œuvre d'Emmanuelle Ducrot, qui est une artiste havraise et parisienne, puisqu'à la fois elle vit au Havre et en même temps elle a un atelier à Paris. Elle a travaillé avec les Fabriques, c'est un réseau sur lequel on s'appuie beaucoup ici au Havre, qui sont des lieux sociaux où les gens peuvent faire des workshops, peuvent apprendre des choses. Elle a travaillé avec eux sur son œuvre, qui aujourd'hui est présentée en bas de l'avenue Foch. Et tous les ans, on arrive à intégrer comme ça une vraie participation du public, mais pas au sens tout le monde est artiste, mais tout le monde au contraire peut participer à une œuvre. Et c'est pas forcément, je dirais, on ne le crie pas sur tous les toits, tu vois. C'est pas l'idée de dire là on fait de l'art participatif, mais c'est plutôt ça c'est un travail vraiment lent et long et un peu ingrat, mais d'impliquer des gens, et parce que je sais que l'art va diffuser comme ça, c'est-à-dire que quand tu as participé à une œuvre où t'emmènes voir ta famille en disant voilà, ça c'est un truc auquel j'ai participé, il y a une fierté qui se développe, et c'est à ça aussi que sert l'art, tu vois, c'est-à-dire ça rentre par effraction chez les gens, l'amour de l'art ou la compréhension d'un projet artistique. Ça s'apprend, c'est sûr, mais c'est aussi plein d'occasions de rencontres qu'il faut créer en réalité. Et donc en allant travailler dans les champs sociaux avec ces fabriques, etc., ou l'année dernière avec le Rayon Vert, on a beaucoup fait des choses pour les centres de loisirs. Quand un enfant rentre à la maison en disant tiens, j'ai fait ça, et que tu vois l'œuvre le lendemain en allant acheter ta baguette de pain, tu dis tiens, c'est le truc auquel mon fils a participé, ma fille a participé. T'as déjà une autre entrée, t'as pas l'impression que c'est un machin qui te tombe d'en haut, qui t'est imposé, mais tu comprends que l'appréciation du truc est différente. On voit jamais les choses de la même manière quand on y participe et quand on en est simplement tu vois, spectateur. Donc moi j'essaye de développer, c'est le sens aussi de ce qu'on fait cette année avec l'œuvre sur le toit, sur le parking des docks,
où c'est un collectif havrais avec lequel j'ai travaillé, qui s'est renommé justement Sur le Toit, où on a par exemple Marc Vatinel, qui est un paysagiste havrais. Eux, ils vont embarquer tout un tas de gens qu'ils ont déjà fréquentés, croisés, parce qu'ils ont cette initiative qui s'appelle Les gens des lieux. Ok. Tous les ans, ils font des projets pour un quartier, une ville, un morceau du Havre, je veux dire. Là, on est passé à une autre échelle, quoi. On a une œuvre de 7 mètres de haut qui est perchée sur le parking, où tu as une vue à 360 sur la ville. Donc, tu vois, c'est à la fois pour les Havrais, c'est aussi pour les visiteurs extérieurs. Et c'est une façon de regarder la ville différemment. Et c'est un endroit où tu sais que tu vas apprendre quelque chose et tu vas vivre une expérience différente. Donc tout ça, ça permet aux gens de se dire, ah oui, l'art contemporain, c'est pas que du n'importe quoi qui tombe du ciel et qu'on m'impose, moi qui n'y comprends rien, etc. Je suis très sensible à ça, parce que moi, je viens pas d'un milieu favorisé, si tu veux. La culture, elle n'était pas du tout évidente dans mon univers à moi. Et on peut toujours tirer une partie d'une œuvre, on peut toujours se saisir de quelque chose à partir du moment où on est aidé à pas avoir le réflexe de rejet, quoi. Tu vois, on peut toujours, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire d'une bonne œuvre d'art à partir du moment où on la rejette pas d'emblée. On parle d'un été au Havre depuis tout à l'heure, Gaël. Moi, j'habite plus au Havre depuis longtemps et l'année dernière, il y a eu une grosse campagne à Paris, ou il y a 2 ans, je sais plus, dans le métro. Et souvent, les copains venaient me voir en me disant ouais, il y a des affiches, un été au Havre. Mais finalement, un été au Havre, c'est quoi? J'ai souvent eu du mal à répondre à cette question, en disant qu'il y avait des œuvres d'art un peu partout et qu'il y avait une programmation qui s'étalait un peu partout. Dans l'été, mais finalement, je pense que tu es peut-être un peu le mieux placé pour répondre à cette question, Gaël. Qu'est-ce qu'un été au Havre? Ouais, c'est marrant que tu dises ça parce que cette campagne, c'est pas une campagne spécifiquement un été. Enfin, je veux dire, un été au Havre, c'est une campagne sur l'attractivité de la ville, qui reprend les codes effectivement graphiques d'un été au Havre. Et donc c'est marrant parce que on parle pas forcément des œuvres d'art ou quoi dans cette affiche-là, dans mon souvenir en tout cas. Non, c'était la photo, c'était la Catène de Comtenaire. Et c'est cohérent, tu vois, parce que ce qui est assez beau, c'est qu'il y a une espèce de fusion entre les propositions d'un été au Havre et la ville elle-même. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu vas dans un Airbnb ici, tu as un mug avec Catène de Container de Vincent Ganivet. Tu vois, tout ça. Et tu as des boulangeries, tu as des, je sais pas, des affiches, etc. C'est-à-dire que des œuvres sont devenues emblématiques de la ville, ce qui est quand même pas si fréquent en réalité. Hein. Je veux dire, tu vois, je mets au défi de me citer 5 villes en France où une œuvre est devenue une espèce d'emblème comme ça. Il y en a. L'œuvre éphémère, enfin à la base aussi censée être éphémère. Bien sûr. Et donc c'est la Tour Eiffel. Ouais, mais ça commence à dater un peu. Mais effectivement. Et donc, ouais, mais c'est un bon exemple. C'est-à-dire que le monument devient aussi symbole de fierté. Et je dirais qu'un été au Havre, ça accompagne aussi cette fierté havraise qui n'a pas toujours été évidente, puisqu'on sait que dans l'esprit commun, les Havrais, c'est une ville compliquée. C'est une ville où il y a un traumatisme, évidemment, lié au bombardement, à la reconstruction. Et où, pour être en pleine modernité et pour aider les gens le mieux possible après un bombardement, on reconstruit en béton. Donc c'est une ville qui affiche le béton, qui le revendique, quoi, d'une certaine manière. Auguste Perret, évidemment, est un artisan d'une certaine manière du béton. Sauf que c'est pas l'image traditionnelle de la petite maison avec des fleurs et le petit toit, etc. Donc, un été au Havre a accompagné le sentiment de fierté qui est né au fur et à mesure et plutôt récent, je dirais, enfin récent, oui, je suis d'accord. Autour des 20 dernières années, en fait. Il y a eu la première étape qui était le classement UNESCO, qui a permis de mettre en lumière, de dire, en fait, ce que des fois vous n'aimez pas, en réalité, c'est reconnu par le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a un vrai regard et une admiration qui est portée à cette reconstruction Perret. Et un été au Havre est venu vraiment accompagner ce mouvement-là. Moi, on me dit souvent ici qu'il y a encore pas si longtemps, les hôtels étaient plutôt fermés l'été parce que c'était plus un tourisme d'affaires. Donc, tu as des hôtels qui ouvraient de septembre à juin et puis l'été, ils prenaient leurs vacances, quoi. Ça paraît dingue aujourd'hui quand tu penses à ça. Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'hôteliers qui ferment en été. Donc, il y a eu un renversement. Et quelque part, le Havre, c'est un peu la ville. C'est ce qu'explore bien Grégory Chatonsky, d'ailleurs, dans son travail avec l'intelligence artificielle ici. C'est une ville qui est un peu, je dirais, emblème de toutes les contradictions dans lesquelles on est plongé, quoi. Entre le changement climatique, la relation à la mer, la relation aux mobilités, la réalité industrielle. C'est une ville qui chevauche un peu toutes
toutes ces grandes thématiques et qui, à mon sens, le fait plutôt pas mal, quoi. Et qu'est-ce que je dois dire alors à mes potes quand ils me demandent qu'est-ce qu'un été au Havre? Alors, concrètement. Oui. Un été au Havre, c'est... c'est vrai, j'ai jamais résumé assez de bonne question. Et tu vois, il faut aller vite. Faut attraper rapidement le client, quoi. Un été au Havre, c'est une programmation artistique où la ville devient une collection à ciel ouvert, en tout cas un lieu d'exposition à ciel ouvert. Mais c'est pas genre on vient coller des œuvres et puis on s'en va. C'est des œuvres qui sont pensées vraiment pour cet environnement de la ville. Donc c'est comment la ville devient un support et rentre en osmose, enfin où les œuvres essaient de rentrer en osmose avec justement cette réalité un peu complexe que je décrivais. Oui, je peux dire ça. Donc c'est un endroit où tu vas venir et tu vas non seulement découvrir une ville, une architecture, différents paysages et en même temps la présence d'artistes contemporains qui essayent de souligner quelque chose de cette ville. J'ai tout noté. Ouais. Je le ressortirai. Ouais, c'est pas court en même temps, mais... Non, mais c'est pas mal. J'ai jamais réussi à faire mieux. Hein. Donc, non, c'est pas mal. Ça fait quelques années maintenant qu'un été au Havre est installé depuis 2017, depuis les 500 ans. Quel est le... c'est une question un peu peut-être compliquée, mais quel est le rapport des Havrais à l'art? Est-ce que toi, t'es surpris de voir les gens s'intéresser autant, être autant attachés à un été au Havre? Ouais, je suis assez surpris parce que par rapport à la population de la ville, je dirais autour de 200 000 habitants, c'est une vraie programmation qu'on pourrait imaginer dans une ville qui... peut-être d'1 million d'habitants en réalité, en termes de présence de l'art. Donc c'est assez unique, ce rapport art, nombre d'habitants. Et je dirais que ça laisse vraiment personne indifférent. C'est bateau de dire ça, mais c'est quand même la vérité. C'est-à-dire que, en fait, les Havrais, ils ont vraiment ce sentiment du territoire. C'est-à-dire qu'ils connaissent par cœur leur quartier, ils connaissent le front de mer, ils se promènent, ils sont attachés à leur ville. Même parfois, c'est dans un rapport ambigu. Mais... Ouais. Et donc, dès que tu arrives avec quelque chose qui va venir s'inscrire dans leur quotidien, c'est des réactions qui sont très, très rapides. Les opinions se forgent assez rapidement. Et le truc qui est dingue avec un été au Havre, c'est c'est le cas cette année, on a reproduit des œuvres, on a dû recréer des œuvres parce qu'elles étaient plébiscitées par des habitants et qu'il y avait des pétitions pour dire, nous, on voudrait bien que cette œuvre reste, parce qu'à l'origine, il n'était pas forcément question d'avoir une collection pérenne. Et notamment cette lune. La lune d'Arthur Gosse cette année, qui a été vraiment plébiscitée. Il y a eu beaucoup de demandes et donc on s'est dit, on va y répondre en fait. Donc on a dû la pérenniser. Ça veut dire techniquement la rendre étanche. Enfin, je vais passer tous les détails techniques, mais qu'elle puisse durer dans le temps en fait. Ça a été le cas de Free de Lang & Bowman sur la plage, qui était présente en 2017. Les gens ont adoré cette pièce et elle a été pérennisée en créant un partenariat avec Bouygues, etc. Il y a plusieurs pièces dans ce cas-là où en fait tous les ans on se dit potentiellement il faut aussi penser la possibilité qu'il y ait une œuvre qu'on n'a pas prévu de rendre pérenne, qu'il devienne quoi. Ouais. Et techniquement c'est pas une petite affaire en fait. Ça peut être une surprise d'une fin de saison en disant qu'il y a quelque chose qui va devenir pérenne. Et tu sens justement que les Havrais attendent ce moment particulièrement, qui a un intérêt quand même assez grandissant pour ce que tu vas proposer l'été? Je crois que ça fait partie, tu sais, chaque ville, chaque région, chaque village a des rythmes en fait. Il se passe des trucs et puis tu es baigné par ça et en fait tu t'en rends plus compte. En ce moment, je travaille sur des projets notamment au Moyen-Orient et je rencontrais il y a quelques semaines une jeune femme qui vivait à Jeddah. Donc en Arabie Saoudite, et elle vivait dans un quartier où elle y a grandi pendant 18 ans, et puis ensuite elle est partie faire ses études en Angleterre. Et elle s'est rendue compte, des études d'histoire de l'art, elle s'est rendue compte en Angleterre qu'elle vivait dans un quartier qui était parsemé d'œuvres d'art, qui pour elle ne l'avait même pas, ça ne lui avait jamais effleuré que c'était des œuvres d'art, personne ne lui avait expliqué, mais elle, ça faisait partie de son paysage, et elle vivait avec ses formes. Et en fait, il se trouve que Jeddah, c'est une ville qui a, dans les années 70, a fait des commandes à des artistes contemporains du monde entier. Et donc, le développement de Jeddah s'est accompagné, exactement comme au Havre, d'œuvres qui ont poussé comme ça dans l'environnement. Et qui sont restées. Et elle s'est rendue compte, après l'âge de 18 ans, qu'en fait, elle avait vécu au milieu de ces trucs et elle s'était orientée vers des études artistiques sans même
faire à ce moment-là plutôt, en tout cas, le rapprochement entre son environnement et son choix de vie, quoi. Et moi, je crois que évidemment, il y a toutes les couches d'âge au Havre, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi des enfants, des lycéens, des collégiens, des écoles maternelles qui vivent à proximité d'une œuvre, qui vont en voyage scolaire, je ne sais pas, découvrir un truc et qui vont passer par une œuvre. Enfin, je veux dire, le nombre de gens qu'on voit sous la catène de conteneurs de Ganivet. En réalité, ça fait partie du paysage. Et mine de rien, je préfère que ce soit ça, c'est-à-dire des œuvres dont on va se rendre compte toute sa vie qu'en réalité, ce que je croyais, c'est pas tout à fait ça. L'œuvre renvoie à telle et telle et telle chose. Et on comprend l'oignon, la couche de complexité d'une œuvre. Dans son quotidien, je préfère ça à rien, si tu veux. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément... Les Havrais sont... En fait, ça fait partie de leur rythme, sans même qu'ils s'en rendent forcément compte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, dans leur rythme de vie, là, dans les saisons, on injecte cette pensée artistique dont je disais tout à l'heure que pour moi, elle est déterminante aussi pour ouvrir ses chakras, quoi. C'est-à-dire pour se dire, ah oui, le monde peut se penser peut-être différemment, on peut s'autoriser des fantaisies, et en fait, c'est des signaux très forts de possibles, de choses rendues possibles par l'énergie de toutes les équipes qui travaillent à les rendre possibles. Est-ce que ça t'arrive l'été de te balader ici au Havre, d'aller voir les œuvres et justement de tendre un peu l'oreille pour savoir bien ce sûr, qu'on se dit Bien sûr. C'est un exercice pas simple. pas simple, plein de belles surprises parfois, plein aussi parfois de mécompréhension et tu peux pas passer ton été à faire de l'explication de texte ou je ne sais quoi. Après, on a des médiateurs qui font ce travail donc d'explication, d'information à proximité de pas mal d'œuvres. Ce qui est assez beau avec nos médiateurs, c'est que la moitié d'eux sont des personnes en reconversion. Donc, c'est parfois des gens qui viennent de milieux complètement différents et qui suivent une formation là, c'est au mois de juin et qui vont donc, parfois en n'ayant aucune connaissance en histoire de l'art, etc., qui vont aller essayer de transmettre cette pensée artistique, pourquoi l'œuvre est là, comment elle est arrivée ici, comment elle a été pensée. Et donc, si tu veux, c'est intéressant parce que c'est pas les sachants qui dominent et qui viennent t'expliquer la vie, des trucs en disant de toute façon, t'es trop con pour comprendre. C'est vraiment des gens qui peuvent parfois être parfaitement du même milieu, parfois ont fait les mêmes études, et puis c'est quelqu'un qui fait l'effort de dire moi, je vais t'expliquer l'intérêt de cette œuvre et pourquoi elle est là. Et c'est intéressant parce que je pense que beaucoup de Havrais, en tout cas, ne savent pas qu'il y a potentiellement des médiateurs à côté des œuvres d'art. On les repère assez facilement parce que souvent il y a une cabane en fait de médiation avec un gros panneau Un été au Havre. C'est pas devant toutes les œuvres parce qu'aujourd'hui on serait incapable. Cette année là, quand tu fais le tour, tu as 28 à 30 œuvres en fait à voir. Donc évidemment on ne peut pas mettre des cabanes partout. Non, surtout les médiateurs fonctionnent par deux. Donc on a déjà là près d'une quarantaine de médiateurs, ce qui est beaucoup. On va rentrer dans le vif un peu du sujet et notamment de la programmation. Je ne sais pas si on peut parler de thèmes chaque année que tu remettrais, tu changerais chaque année, mais je sais pas, quelle est la couleur que tu as voulu donner cette année à Un été au Havre ? Alors, plus précis. Alors, c'est vrai que j'ai pas voulu thématiser les saisons. En fait, moi, je crois pas aux thématiques. C'est un truc. Je trouve ça pénible, les thématiques. On le ressent de toute façon. Il n'y a pas vraiment de thème. C'est pénible. D'abord, si tu choisis une mauvaise thématique, tu te tankes une mauvaise thématique pendant 3 mois. Donc, déjà, c'est un risque. C'est long. Et puis, en réalité, les thématiques, elles viennent des artistes. C'est des artistes qui réfléchissent, même parfois inconsciemment, à des thématiques. Donc, moi, j'essaye plutôt de créer de la variété, de la diversité d'approches, plutôt que de dire on va parler cette année de l'eau, l'année prochaine, on va parler du vent, et l'année suivante, on va parler de la pluie. Tu vois, je pense que c'est... Pourquoi aussi ? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aller capter des artistes ou des œuvres qui m'intéressent et justement d'avoir la liberté de la présenter sans me dire « Ah merde, ça rentre pas dans ma thématique » ou alors je vais la faire rentrer au chausse-pied dans ma thématique. Bon. Donc la thématique, j'ai évacué ça dès le départ. En revanche, il y a toujours des choses qui reviennent, c'est-à-dire que pour moi, Le Havre, c'est vraiment une ville de paysages et d'une succession de différents paysages. Tu as le paysage industriel, tu as le paysage maritime, tu as les jardins suspendus, tu as la présence du végétal, qui n'est pas une chose dont on entend tant parler que ça, parce que l'image, c'est plutôt une ville minérale. Et en réalité, quand tu vois le boulot qui est fait par les espaces verts, ici, c'est un truc incroyable. Je veux dire, par rapport à beaucoup de villes. On est une des villes où il y a le plus d'espaces verts en Europe, je crois. Si tu comptes les forêts de Montjon, bien etc. sûr. Mais en fait, c'est pas du tout l'image que les gens en ont. C'est marrant, comme Le Havre est aussi bardé de tout un tas de clichés.
Et il y a, je veux dire, pour les gens qui aiment bien regarder des plantes et qui accessoirement les font pousser, quand tu regardes le boulot qui est fait, la variété, les massifs, le bord de mer, etc., c'est un truc de dingue. Je veux dire, il y a aussi cette générosité-là. Hein, je veux dire, c'est un truc. Bon, bref. Donc, si tu veux, cette relation à la nature au sens très large du terme, c'est un peu une. Je ne vais pas dire une thématique, sinon je serais en contradiction avec moi-même, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille. Et l'œuvre dont je parlais sur le toit, justement, sur une dalle super minérale, en haut d'un parking, en fait, on y crée un jardin éphémère. C'est-à-dire que là, la question, c'est comment est-ce que on peut imaginer sur une dalle, sur un endroit qui est hyper minéralisé, qui est mort en réalité, comment est-ce qu'on peut amener de la vie, du vivant par des plantes, des insectes, mais aussi les humains, quoi. Et ce projet, figure-toi, je l'ai fait en partenariat avec la Cité des Sciences et de l'Industrie. Il sera démonté au mois de septembre. Il va voyager, on est en train d'y travailler par barge le long de la Seine. Il va être réinstallé à la Cité des Sciences et de l'Industrie, à la Villette, au printemps prochain. Super, donc, je pourrais le voir 2 fois, ouais, c'est pas loin de chez moi, donc voilà. Nickel. Et donc l'idée, c'est justement de montrer comment une œuvre voyage. On reste dans mes grands principes de dire l'art circule. En fait, l'art, c'est pas forcément un truc qui est fixe à un endroit donné. Ça va voyager. Et techniquement, ça va être compliqué parce que tu as toutes les écluses à passer là dans le canal. Ouais, tout à fait. Je pense à ça. Désolé, après, je suis sorti. Oui, mais c'est pas. Il y a des. Ouais, il y a des bateaux qui passent. Bien sûr. Et puis, si tu veux, en réalité, c'est complètement démontable. En fait, c'est sur une structure une base d'échafaudage, donc le module le plus pratique, je dirais. Donc voilà, ça s'assemble. C'est facile à transporter. Ouais. Voilà, c'est des structures en bois que les les paysagistes ont pensé, ont travaillé. Et les végétaux, on va les mettre en hivernation à partir de la fin d'année. Et puis, ils vont être redéployés. Donc, au printemps, ils auront poussé, ils auront changé. Mais il y a 2 choses qui m'intéressent dans ce projet. C'est d'une part, moi, je considère toujours que c'est intéressant de faire voyager des œuvres à l'intérieur même de nos frontières. Parce que souvent, dans le milieu de la programmation artistique, si tu veux, on se dit, puisque ça a déjà été fait là, je ne le refais pas, quoi. Moi, je trouve que c'est complètement aberrant, si tu veux. Jusqu'à présent, tu te dis, tel artiste a été présenté à tel endroit, ah merde, donc je vais en programmer un autre. On n'a pas le même réflexe que dans le monde de la musique ou du cinéma, tu vois. Alors qu'en réalité, je sais que les gens qui viennent au Havre, ils vont pas forcément à la Cité des Sciences, et les gens qui sont à la Cité des Sciences ou qui vont à la Cité des Sciences ne viennent pas forcément au Havre. Donc, moi, au contraire, j'ai envie de faire voyager des œuvres parce que elle va toucher des publics différents. Et donc, cette œuvre un peu utopique, pour le coup, c'est comment concrètement on crée un jardin mobile, et comme je le disais, qui va à la fois cultiver du végétal et cultiver les gens eux-mêmes, et comment ce collectif va aussi animer tout au long de l'été des actions, des apprentissages, des découvertes autour de ce que c'est d'habiter un toit, finalement, avec un jardin mobile. Et peut-être que c'est un modèle, tu vois, il y a beaucoup d'architectes qui travaillent sur ces questions aujourd'hui, de réflexion aussi. C'est-à-dire, est-ce que demain, on sait que 80% de la population va habiter en ville, à horizon 2080, comment est-ce qu'on pense justement la relation au jardinage? Et est-ce que tous les toits... Ça existe déjà, bien sûr, beaucoup de toits... Bien entendu. Mais là, c'est plus qu'un jardin. Ouais. Tu vois, c'est aussi un endroit de rencontre, c'est un endroit de... L'idée aussi, c'est que ça surgit, c'est un endroit qui est inattendu. Parce qu'évidemment, on s'attend à ce que le jardin il soit en bas de la rue, au coin du square. Et donc là, l'idée, c'est de montrer comment le végétal peut se déployer assez facilement sur du minéral. Gaël, quels vont être les grands rendez-vous de cette édition Un été au Havre 2024 ? On a eu l'ouverture donc le samedi 22, qui était déjà un moment de rendez-vous, puisque le public a pu rencontrer les artistes, a pu pas mal discuter. Et voilà, on a essayé de créer de la proximité avec le public. Et après, la saison vit sa vie, c'est-à-dire que les rendez-vous, c'est plutôt avec les médiateurs, c'est-à-dire que c'est au gré justement des visites au Havre où tu vas pouvoir découvrir les œuvres, échanger, en discuter. Mais il y a pas une programmation au fil de l'été, c'est plutôt... les œuvres vivent leur vie, s'inscrivent dans cet été, finalement. Et puis, après, je connais pas toutes les surprises qui nous attendent, mais il y a la météo, il y a plein de choses qui font que les œuvres évoluent aussi. Et puis, on a généralement un week-end de fermeture, en revanche, qui est proche des Journées du patrimoine. Alors, comme on a des œuvres qui sont très en lien avec le patrimoine aussi, c'est intéressant, parce que là, il y a encore un autre public qui vient parfois découvrir tout à la fin de saison un été au Havre. Qui est un public plus ancré justement sur de l'histoire et du patrimoine, et qui se rend compte que du contemporain peut complètement parler de ce qu'est l'histoire, et que c'est pas n'importe quoi, et que ça s'ancre dans une histoire, une grande histoire. Alors tu parlais aussi tout à l'heure de certaines œuvres qui vont être visibles ici tout l'été au Havre. J'ai une question, c'est comment on fait basculer le cœur de Gaël Charbot pour justement être
choisi et avoir son œuvre d'art au Havre? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui si vraiment on est entre nous, donc très sincèrement, la première chose, je déteste les gens qui arrivent avec beaucoup de certitude. Notre métier, c'est justement au contraire de douter et de pas être dans la prétention. Si tu veux, moi, j'ai passé l'âge je dirais même de travailler avec des artistes prétentieux, très imbus d'eux-mêmes, etc. Humainement, ça peut pas marcher. En fait, pour marcher avec moi, il faut déjà humainement avoir un certain recul et pas être dans cette je sais pas comment dire, cette prétention. Le cliché de l'artiste, un peu, qui est cliché de l'artiste dans toutes les catégories. Hein, c'est pas si nombreux, ils sont pas si fréquents d'ailleurs dans l'art contemporain, mais ça, c'est vraiment quelque chose faut que ça marche humainement, si tu veux, parce qu'en fait, travailler à l'échelle de la ville, c'est déjà ça va être tellement de galères techniques, budgétaires, que ton ego, de toute façon, il va prendre des coups. Donc, il faut des gens qui soient des personnes, qui ont une certaine humanité et qui, justement, sont prêts aussi à adapter, à repenser des choses, parce que à l'échelle de la ville, ça peut pas être ma signature prime et le reste, je m'en fous. Tu es obligé de t'adapter à tellement de choses, des contraintes de sécurité, d'audience, de public, que en fait, t'acceptes d'aller te confronter à plein de corps de métier que tu n'avais même pas imaginé en réalité. Donc, si humainement, tu n'es pas capable de faire le dos rond, de créer des complicités, moi, je le sens assez vite, en fait, ça. Et ça, c'est rédhibitoire. Donc, le critère humain. Ouais. Donc, le message est passé pour les candidats de l'édition 2025. Ouais. Et après, artistiquement, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer et qu'est-ce qui te fait aller sur un projet plutôt qu'un autre? Je sais pas si la question mais bien sûr. Un peu triviale, mais c'est très dur à dire, en fait, hein, mais comme j'essayais de le dire un peu au fil de ce que je te racontais tout à l'heure, la dimension poétique, c'est-à-dire de créer des œuvres qui soient possiblement, qui puissent être suffisamment ouvertes pour que plein de lectures puissent s'y greffer, c'est-à-dire pas des œuvres qui sont directives dans leur ou autoritaires, tu vois. Le truc que si t'as pas compris ça, t'as rien compris à l'œuvre. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est des artistes qui d'abord développent des formes, vraiment des formes, c'est-à-dire c'est quoi écrire quelque chose aujourd'hui, au sens vraiment je produis une forme, j'ajoute une forme au monde qu'on comporte déjà beaucoup trop. Voilà, le fond des rivières, des océans est rempli d'objets, de trucs, donc voilà, on déborde d'objets. Donc ajouter un objet au monde, c'est une super responsabilité. Faut quand même, donc si tu dépasses pas ton truc d'ego, de dire de toute façon c'est parce que je veux le faire, pourquoi t'ajoutes une forme, à quoi elle va servir, sans dire que l'art soit utilitaire, hein, mais quelle poésie tu vas amener, quel changement de regard ça va proposer. C'est toutes ces choses-là qui m'intéressent, en fait. Donc, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup d'humains. Et puis après, c'est une intelligence des formes. Vraiment, c'est pour ça que j'ai créé, on en parlait un peu, de Métamorphose, ce moment de rencontre en février, où j'invite plutôt là des architectes, des urbanistes, des artistes aussi, pour réfléchir justement à ce que sont les formes de la ville de demain. C'est-à-dire, c'est quoi la générosité d'une forme, c'est quoi la beauté d'une forme. Tu vois, tout le travail du design, c'est parfois on s'en rend pas compte, mais c'est comment finalement mieux poser ses fesses sur un objet, et en même temps comment cet objet peut raconter quelque chose de notre grande histoire à nous. Tout ça, ça vient pas d'un claquement de doigts, quoi. Donc les artistes qui peuvent aider les gens à comprendre que derrière chaque forme, il y a aussi une politique, il y a aussi une vision, il y a aussi une pensée humaine. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Donc de décliner l'éternelle même forme que tu vas aller mettre à New York, à Los Angeles, à Singapour et au Havre. Je vais prendre un exemple complètement au hasard. Le bateau-bus de Cosmo. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît, toi, là-dedans? C'est dans cette proposition. Alors, moi, j'aime bien faire des pieds de nez, par ailleurs. Quand je disais que le travail que j'essayais de faire, c'était aussi de faire en sorte que l'art traverse la ville, parcourt la ville, Cosmo... pour le coup, traverse au premier degré. Exactement, au premier degré. Cosmo m'avait rencontré il y a 2 ans, je dirais. Elle m'avait fait une proposition. Elle voulait représenter des bateaux, parce qu'évidemment, Le Havre, c'est une ville où tu vois défiler les bateaux, à l'échelle de bâtiments. Et très vite, je lui ai dit, on n'y arrivera pas, en fait, parce que c'est une échelle démesurée. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que une des grosses difficultés au Havre, c'est l'échelle de la ville. On ne se rend pas compte, mais les échelles sont immenses et c'est très, très dur de faire des œuvres qui peuvent répondre à ces échelles. Et donc, j'y ai réfléchi. Et je lui ai dit, mais bon, on ne saura pas faire des énormes façades de bateaux sur les bâtiments, on n'y arrivera pas.
Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que, au lieu d'être fixe, ça circule et que donc ça rejoigne aussi mon ambition de faire traverser l'art dans la ville. Et donc, je lui ai proposé qu'on le fasse sur des bus. Et de là sont nés les bateaux-bus, où elle a repris donc un certain nombre de bateaux emblématiques du port, en fait, historiques ou contemporains. Des porte-conteneurs, des ferries, Ouais. voilà. Il y en a une dizaine, hein, c'est ça? Il y en aura 10, ouais. Il y en a 10 en tout. Et donc, les gens sont invités c'est sur leur ligne habituelle. En fait, les bateaux, les bateaux-bus changent de ligne au fil de l'été. Donc, c'est un travail qu'on a mené avec l'IA, qui est la régie des transports ici. Ils ont été super motivés par ce projet. Ils ont trouvé ça très, très bien. Et donc, ils s'amusent à faire varier des bus en fonction des contraintes de ligne. Donc, tu ne prends jamais vraiment le même bateau bus en fonction de tes lignes. Ça change de ligne. Et tout au long de l'été, mais je dirais même au long de l'année, puisque c'est un projet qui est pérenne, tu vas monter dans un bus qui est en fait un bateau, qui est décoré de l'extérieur. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, tu peux te retrouver la tête au-dessus d'une cheminée. Enfin, vu de l'extérieur, quand tu vois les gens dans les bus, en fait, ils sont dans le bateau, quoi. Il y a un côté un peu presque potache. Mais avec l'écriture de Cosmos, son écriture très graphique, très ligne claire comme ça, c'est un projet artistique dans lequel tu montes, qui est à la fois un projet un peu marrant et que tout le monde peut comprendre, et un vrai hommage aussi au Havre, parce que évidemment aujourd'hui on se pose cette question des bateaux, de la pollution des bateaux, etc. Mais on peut pas faire comme s'ils n'existaient pas, quoi. Donc simplement les représenter, c'est une manière aussi de les rendre présents, d'en faire un objet de discussion, puis un objet d'attachement, parce qu'évidemment tous les Havrais ont vu passer ces bateaux dans le port, quoi. Mais là ils montent dedans, en fait. Avant qu'on se quitte, Gaël, j'aurais aimé qu'on parle de quelque chose dont tu as commencé à parler tout à l'heure. C'est l'intelligence artificielle qui va être un des thèmes, en tout cas. Voilà, même si t'es pas fan de ce mot, d'un été au Havre cette année. Qu'est-ce qui, toi, déjà, t'intéresse dans le domaine de l'intelligence artificielle? Alors, d'une part, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, il y avait un cahier des charges pour moi. Dans le cahier des charges, il y avait la question du numérique. Et je me disais, numérique et espace public, c'est pas évident en réalité. C'est-à-dire qu'une fois que tu es sorti du mapping, c'est-à-dire la projection vidéo sur des bâtiments... il faut qu'il fasse nuit, la plupart du temps. Des lumières qui clignotent ou des trucs un peu techno, qui sont pas forcément très... Je veux dire, qui sont impressionnantes, mais pas forcément très profondes en termes de messages ou de réflexion. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un artiste que j'aime beaucoup, avec lequel je travaille déjà depuis plusieurs années, qui s'appelle Grégory Chatonsky, et qui, lui, est un artiste qui travaille avec l'intelligence artificielle dans un rapport qui n'est pas du tout un rapport de fascination. Et moi, ce qui m'intéresse dans les recettes, quand tu me demandes comment on choisit un artiste, ce qui m'intéresse aussi, c'est les artistes qui sont défascinés par leur travail, c'est-à-dire pas ceux qui sont là en admiration devant eux-mêmes, si tu veux. Un bon artiste, c'est quelqu'un qui est toujours en une forme de critique par rapport à ce qu'il fait. Je veux dire, qui est pas forcément même à l'aise. Tu vois, Marcel Duchamp, à un moment, il fait de la peinture, il abandonne la peinture parce qu'il peut plus encadrer la peinture. Il y a une forme de détestation de son propre médium. Je sais que ça peut toujours apparaître un peu bizarre, mais c'est intéressant de comprendre ce rapport-là entre les artistes et leur travail. Et donc, Grégory Chatonsky, à la fois, c'est un vrai chercheur, et en même temps, il est dans une relation très critique avec l'intelligence artificielle. Et ce que je lui ai proposé, c'est de nous accompagner pendant 3 ans, donc la saison dernière, cette saison et la saison prochaine, et de lui donner les clés de la ville d'une certaine manière et de faire ce qu'il voulait entre la ville et cette intelligence artificielle. Okay. Et il nous a sorti ce projet qui est dingue, en fait, qui s'appelle La ville qui n'existait pas. Donc c'est un film. C'est beaucoup de choses. C'est un film. C'est tous les ans 25 000 cartes postales qu'on sort qui sont uniques. Donc, chaque carte postale est numérotée et est une image unique. Donc, ça, on les diffuse dans différents endroits, médiateurs, maison de l'été, etc. Et donc, à nouveau, quand tu veux faire circuler de l'art, la carte postale, c'est un peu le cliché, justement. Sauf que qu'est-ce que tu découvres sur ces cartes postales ? C'est un Havre qui n'existait pas. C'est un Havre que tu reconnais. Tu te dis, oui, ça pourrait être au Havre, mais en fait, c'est pas le Havre. C'est une vision du Havre imaginée par une intelligence artificielle, parce que Grégory a nourri une intelligence artificielle avec le fonds qu'on appelle ici Nutrisco, qui est la base de reconstruction de la ville, une base de données d'images, en fait, où le Havre est documenté tout simplement depuis le début du siècle. Il a nourri cette intelligence artificielle avec cette base de données, qui sont des milliers d'images, et il a entraîné cette intelligence à fabriquer du Havre. Donc ça ressemble au Havre, c'est comme le Canada Dry, mais c'est pas le Havre. C'est une ville bis, c'est une ville qui n'existait pas.
Et au fil des années, se développe un scénario où cette année, on présente un film, en effet, qui dure 30 minutes et qui est, à mon sens, le premier film complètement construit avec une intelligence artificielle, mais qui est un film narratif. La bande-annonce est déjà dispo, je crois, sur les réseaux. C'est déjà incroyable, les premières images. Qui est un film, on va dire, pour employer des grands mots, dystopique, c'est-à-dire que c'est de la science-fiction et en même temps, c'est un mélange de présent et de... On est dans un espèce de Havre submergé. Ouais, absolument. Où d'abord, tu as cette couleur violette, ces formes violettes qui envahissent la ville. Donc ça, c'était la séquence de l'année dernière. Donc le film reprend des éléments de ces images, sauf que là, ça devient un film, c'est en mouvement. C'est pas seulement des images, c'est des images en mouvement. Donc tu regardes vraiment un film et tout ce que tu regardes est hallucinogène, quoi. Je dirais que là, tu as l'impression que tu as consommé des substances illicites. C'est vraiment un film très, très étrange et qui soulève des vraies questions, effectivement, par rapport à la relation à l'océan, la relation à la montée des eaux, etc. C'est aussi des formes, cette année, sculpturales, qui viennent des images de l'année dernière, qui atterrissent dans la réalité, c'est-à-dire qu'on fait le chemin inverse. Au lieu de dire on part du réel et puis on en fait du virtuel, là on est parti, Grégory est parti de ce que l'intelligence artificielle a imaginé pour le faire atterrir dans le réel, c'est-à-dire que tu vas te retrouver à plusieurs endroits du Havre avec des sculptures violettes qui sont une émanation directe de l'intelligence artificielle. On a construit ce qu'elle avait décidé de produire comme forme. Donc les gens vont tomber sur des sculptures violettes, ils ne savent pas forcément de quoi il s'agit, mais il s'agit de ça. C'est-à-dire qu'on a concrétisé en impression 3D. Alors en plus, on pousse la logique technique assez loin, puisque c'est du béton imprimé en 3D. Il n'y a que 2 boîtes en France qui pouvaient faire ça. Je m'interrogeais sur la façon de faire. Ouais, c'est aussi une aventure technologique. Donc c'est des formes imaginées par une IA qui sont produites par un robot et qui atterrissent dans le monde réel. Et puis il y a encore un troisième, il y a un volet magnifique de l'année dernière qui sont ces grandes bâches que tu as dû voir, qui sont dispersées dans les 25 quartiers du Havre, où l'intelligence artificielle a imaginé une reconstruction du Havre, donc une ville reconstruite, une ville fantasmée qu'on présente sur la ville elle-même. C'est des grandes bâches qui font parfois 12 mètres de haut, où dans les quartiers tu tombes sur un morceau de ville représenté comme ça, complètement surréaliste, au cœur des différents quartiers du Havre. Il y en a 3 derrière la plage, et là encore c'est une manière de faire circuler l'art, et là c'est une manière d'écrire la ville sur elle-même, une ville qui n'existait pas et qui pourtant furieusement ressemble à elle-même, si tu veux. Donc c'est un truc assez très très étrange. On n'a pas fini d'en parler de ce projet parce qu'à ma connaissance c'est le plus grand projet actuel qui a été mené avec une IA et qui se décline sous différentes formes, mais à l'échelle d'une ville, et vraiment avec la ville comme sujet, quoi. Ouais, effectivement, je le disais, la bande-annonce est sortie et je l'ai regardée il n'y a pas longtemps. C'est clairement hyper impressionnant. Gaël, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai une dernière question que je pose toujours la même à ceux qui passent derrière ce micro. Tu peux y répondre comme tu veux, prendre ton temps ou plus rapidement. Cette question, la voici, Gaël. Le Havre, pour toi, ça représente quoi ? Ah ouais, en effet. Écoute... pour moi, ça représente aujourd'hui vraiment un laboratoire de pensée concret. C'est-à-dire, c'est pas seulement on réfléchit et puis on verra bien. C'est on prend des risques parce qu'il faut pas se mentir. Il y a une prise de risque dans ce qu'on fait. Donc pour moi, c'est un laboratoire qui n'est pas déconnecté de son public. Donc c'est un laboratoire où on pense en direct des choses, on les assume. Sans filet, parce que la grande difficulté de ce qu'on fait, c'est que quand on monte une œuvre, on n'est pas à nouveau dans un musée, on le fait à ciel ouvert, les gens voient l'œuvre se construire, et on mène dans des expériences, on tente de nouvelles approches, on tente de nouvelles relations entre une œuvre, la ville, un jardin, une intelligence artificielle, en direct devant les gens, et sous les yeux des gens. Et donc, c'est vraiment un laboratoire pour moi, c'est ça. C'est un laboratoire de forme, dont on tire des enseignements tous les jours. Merci beaucoup, Gaël Charbot, d'avoir été avec moi dans le pot de yaourt. Alors, Un été au Havre, ça a commencé le samedi 22 juin, ça s'arrêtera le 22 septembre. Ouais, 22 septembre. Si mes souvenirs sont bons. Écoutez, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci encore une fois à toi, Gaël, d'être venu aujourd'hui. Et puis une petite mention spéciale aussi, merci à Cosmo, qui nous a gentiment prêté son salon aujourd'hui pour qu'on puisse enregistrer cet épisode. Donc merci beaucoup à toi, Cosmo. Et puis nous, on se retrouve en septembre 2023, parce que voilà, c'est la fin de la saison, c'est le dernier épisode de la saison.
Donc merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. En septembre 24. En septembre 20, j'ai dit quoi? Septembre 23. En septembre 24, bien Et entendu. C'est l'effet dystopique. Exactement, j'étais parti ailleurs. Merci beaucoup Gaël et on se retrouve très bientôt. Ciao.